Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Comme d'habitude, Nicolas James du Journal du Net sera à mes côtés tout au long de cette émission. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors nous sommes en direct sur les sites de Décideur TV, du Journal du Net mais également d'Offres Médias. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions à notre invité via la barre de chat située à la droite de votre écran. Nous recevons aujourd'hui Laurent Habib, président fondateur de l'agence Babel. Bonjour Monsieur Habib. Bonjour. Alors vous avez créé Babel en juin 2012, mais avant cela vous avez été directeur général d'Avas et aussi PDG de l'agence Euro RSCG CNO. Vous avez également dirigé l'Observatoire de l'immatériel pendant 2 ans, on y reviendra tout à l'heure, mais parlons tout d'abord de Babel. Donc Babel, c'est la première agence intégrale indépendante. C'était nécessaire l'arrivée d'un 3e acteur sur le marché ? Oui, c'était nécessaire comme TBWA a été nécessaire il y a 20 ans, enfin ex-BDDP. C'est-à-dire qu'on a intérêt à avoir plusieurs acteurs sur le marché, dont des acteurs indépendants. Il faut comprendre que dans chaque secteur, il y a 5-6 annonceurs majeurs, donc c'est normal qu'il y ait au minimum 5-6 agences dans ce marché. Il y a une dizaine de banques, une dizaine d'assureurs, donc il y a de la place sur ce marché. Aujourd'hui, le marché est composé avec 2 grands acteurs français et puis plusieurs réseaux internationaux et assez peu d'agences indépendantes. Et la difficulté des agences indépendantes, c'est qu'elles ont des tailles qui sont relativement limitées et donc ça ne leur permet pas de répondre à la globalité des enjeux. Moi, j'ai tout de suite voulu faire une agence qui permette de traiter la globalité des enjeux des grands annonceurs et le succès est venu par là, c'est que nous avons eu plusieurs grands annonceurs qui nous ont fait confiance pour nous confier des missions, on va dire, complexes, c'est-à-dire avec plusieurs métiers. Parce que la difficulté quand on est une agence indépendante, c'est justement de réussir à couvrir tout ce périmètre. Aujourd'hui, les agences indépendantes, elles ont plutôt tendance à aller sur soit de la niche ou se spécialiser à fond. C'est pas un exercice particulièrement difficile que de réussir à être petit tout en étant large et flexible? Alors, c'est pas possible. Donc là, il y a une composante de votre truc qui ne marche pas. Donc, on ne peut pas être petit. Et il faut vraiment être... moi, je vais vous expliquer. En fait, d'abord, moi, mon avis, c'est que pour faire de la communication, aujourd'hui, on ne peut plus faire un seul métier. Parce que la communication, ce n'est pas un métier. Ce n'est pas le digital tout seul, ou la pub tout seul, ou le design tout seul, ou le MD tout seul, ou le CRM tout seul, ou ce que vous voulez tout seul. Ce n'est pas possible. Il faut que toutes ces composantes s'interfacent et que l'hybridation des compétences permette d'avoir une vraie intelligence des sujets. Ça, c'est la vision que j'ai. Alors, pour y arriver, il faut être suffisamment d'experts et avoir un niveau fort sur les métiers fondamentaux. Alors, pour y arriver, c'est pas compliqué. Moi, mon analyse, c'est qu'à mon avis, il faut être à peu près 300 pour avoir un vrai niveau d'expertise et encore accepter d'externaliser un certain nombre de choses dans l'exécution. Et à 300, à mon avis, on peut couvrir tous les métiers. Moi, j'en suis loin encore, mais du coup, il y a des métiers sur lesquels j'ai des partenaires. Par exemple, dans le domaine de l'événementiel, j'ai décidé d'être partenaire de Human Life et nous sommes sur plusieurs dossiers ensemble. Du coup, je n'ai pas constitué des équipes de haut niveau dans l'univers de l'événementiel et de tout ce qui concerne les enjeux de management interne et de transformation. Et je travaille avec un partenaire parce que plutôt que de courir derrière cette compétence-là, je préfère l'avoir en partenariat. Dans le design, on a travaillé avec H5, qui est un groupe d'artistes. Autrement dit, puisque je ne peux pas avoir toutes les compétences au plus haut niveau, quand je ne les ai pas en interne, je les ai avec des partenaires. Alors cela dit, le niveau de base, il est déjà très conséquent parce qu'il faut être fort en design. Le design est, à mon avis, quelque chose de central. En publicité, la publicité reste un métier majeur, même s'il a changé de fonction. En digital, parce que la digitalisation de tous les métiers oblige d'avoir une capacité de faire et de penser et de produire. Le consulting, parce qu'aujourd'hui les dossiers arrivent avec un degré de complexité, c'est toute l'ambition de Babel, c'est d'intervenir à un niveau suffisamment élevé. Donc vous avez vite fait le compte des 170 personnes qui constituent aujourd'hui Babel. Et on est loin d'être à l'endroit où je souhaite arriver. D'accord. Et alors, quelle est la spécificité de Babel? Donc, c'est une agence qui est jeune, qui a ouvert il y a 2 ans, qui tend à s'imposer sur le marché, mais quelle est sa spécificité par rapport aux autres acteurs du marché? On vient d'en définir une, c'est qu'en gros, entre des grands groupes qui proposent certes tous les métiers à un haut niveau, mais avec une difficulté de vie en commun et de travail en commun qui est insupportable pour les clients, parce que les clients doivent faire l'intégration eux-mêmes, parce que les groupes n'arrivent pas à faire vivre une intégration facile, et des petites agences dont nécessairement le client finit par considérer qu'elles sont un peu courtes en bouche dès qu'il s'agit de passer de l'externe à l'interne, de la pub
au digital, du digital au contenu, du contenu à l'audiovisuel, etc., etc. C'est-à-dire toutes ces transitions indispensables dans notre métier. Eh bien, aujourd'hui, nous avons déjà une proposition qui est assez originale sur le marché et assez spécifique. Sur le marché, c'était un Alors acteur ça manquait, enfin, de taille intermédiaire. Ça manquait, mais c'est pas la seule proposition de Babel, parce que si vous avez eu la gentillesse de suivre ce que j'essaye de raconter depuis quelques années, moi j'ai eu une grosse réflexion sur la mutation de l'économie et sur le rôle de la communication dans cette mutation. Mon analyse est simple, c'est que avec l'évolution de l'économie, la place de la communication n'est plus en aval des processus de création de richesse, elle est au cœur de la création de richesse. Parce qu'aujourd'hui, quand vous créez un nouveau business, la communication, elle fait partie des premières questions qui se posent. Avec le financement et le juriste pour créer la société, il faut un communicant pour penser au lancement de votre société. Et je pourrais vous donner une dizaine de business models sur lesquels c'est évident et tous les patrons le savent. Aujourd'hui, la communication est devenue un enjeu de patron. Et pour arriver à jouer ce rôle-là, du coup, il faut repenser le rôle des agences. Et les agences ont trop souvent accepté et ont fini par subir une avalisation dans les processus de décision. Or, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut remonter dans la chaîne de valeur. Donc, Babel, c'est une agence qui s'appelle Stratégie et Communication, avec un pôle de stratégie qui est de plus de 20 personnes, dans lequel il y a des études qui permettent de faire de la user intelligence, c'est-à-dire la compréhension des modifications des usages, dans lequel il y a des gens qui viennent de cabinets de consulting de type Bain McKinsey, qui ont été embauchés, qui ont accepté de venir vers la communication, des gens qui travaillent aujourd'hui en innovation et notamment dans l'innovation servicielle. Et donc tout ce pôle d'intelligence, il est là pour porter en amont les réflexions et essayer de remonter la communication à l'endroit où elle intervient, je crois, le mieux, c'est-à-dire au moment où on commence à penser au départ au sujet. Alors ça, c'est une vraie spécificité. Et si je gagne ce combat, je gagnerai tous les autres, parce que c'est sans doute le combat le plus important pour la communication aujourd'hui. Et c'est ce postulat qui explique votre fort tropisme communication institutionnelle ou Non, est-ce que vous pensez que ça... Non, mon fort tropisme communication institutionnelle, c'est mon histoire. Moi, vous savez, j'étais prof de droit public quand j'étais petit, enfin j'étais plus jeune quoi, et j'ai commencé par faire de la com politique, tout le monde le sait, après de la com pour les collectivités territoriales, ensuite j'ai commencé à gagner des très grandes marques, marques institutionnelles, j'ai fait EDF pendant 10 ans, des banques, de l'assurance, j'ai fini par avoir une vision un peu globale du marché. Aujourd'hui, je vous dis très franchement, c'est presque aujourd'hui un des points importants pour moi, c'est de ne pas me faire enfermer dans cette logique de l'institutionnel par rapport au commercial. Je vous le dis tout de suite, je veux mettre du commercial dans l'institutionnel et de l'institutionnel dans le commercial parce que les sujets qui se posent à nous sont des sujets qui entremêlent les deux sujets. Vous n'êtes pas consommateur avec un œil gauche qui est fonctionnel sur votre produit et un œil droit qui est citoyen. C'est pas vrai. Vous avez encore vos deux yeux et vous regardez les choses avec cette dualité. J'étais tout à l'heure en compétition, je vous le disais, sur un dossier où on a mélangé les sujets commerciaux, de société, de com interne, de problématiques de RSE et de problématiques purement fonctionnelles du digital dans la même présentation. En fait, ce sont les frontières qui tuent les communicants et qui les rendent impuissants aujourd'hui. C'est justement ça l'enjeu aujourd'hui, non? C'est la transversalité dans la communication et le fait de communiquer en interne, en externe de la même manière et surtout de communiquer sur tous les canaux et sur tous les réseaux exactement de la même manière. Exactement. En fait, le digital, plutôt que de le prendre comme un sujet en soi, a transformé toute la com. C'est-à-dire qu'il a fait tomber ces fameuses frontières justement parce que nous ne sommes plus décomposés en tranches de saucisson. On n'est plus à 8 h du matin actionnaire, à 9 h salarié, à 10 h par an, à 11 h citoyen et que sais-je encore, et consommateur dans tous les modèles de consommation qu'on peut avoir. Nous sommes un et unique et les entreprises doivent nécessairement repenser leur communication pour faire face à cette unité, cette complexité. Alors, la grande difficulté, c'est que du coup, il faut accepter cette tombée de frontières et la meilleure façon de l'accepter, c'est d'accepter de ne pas être seul. Parce que si j'étais seul, je n'aurais sans doute pas la culture du shop que certains de mes associés ont, la culture de la transaction sur le web que d'autres de mes associés vont avoir, ou la culture de l'engagement sur le social media que je n'ai pas et que une de mes associés porte admirablement. C'est l'intelligence collective qui rend possible de traiter la communication moderne. Donc moi, je connais mes limites. Simplement, en tant que patron, je cherche à réunir toutes ces formes d'intelligence pour dire que la communication a vraiment changé et profondément changé grâce au digital.
Et alors justement, vous parliez du fait que la communication est pensée maintenant en amont du business model. Est-ce que la communication peut être considérée comme un produit en soi aujourd'hui, ou on reste quand même dans un produit créé et la communication qui va l'enrober, entre guillemets, si je puis dire? La communication, c'est une composante de 20 à 100% d'un business model aujourd'hui. Alors, 100%, c'est pas bien. C'est pas bien parce que en fait, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce que la communication ne soit pas un substitut à la réalité. J'ai écrit beaucoup sur ce sujet. Je pense qu'il y a une vraie fatigue des gens par rapport à la com qui finit par être son propre sujet. Et on voit bien avec la télévision qui finit par être son propre héros, les émissions de télé qui parlent de la télé avec des héros de la télé. Enfin, on a cette sorte de folie masturbatoire dans notre société qui devient complètement folle et il ne faut pas que les produits ne reposent sur rien. Mais dans un composé normal d'un produit qui va marcher aujourd'hui, vous avez une composante de valeur matérielle, plus ou moins grande. Vous avez l'idée que vous faites de la matière, c'est-à-dire en gros la valeur symbolique de la chose. Et puis ensuite, vous avez l'ensemble des relations qui vont être construites autour de la fonctionnalité que vous apporte cette chose. La relation que vous avez avec celui qui vous le vend, la relation que vous avez avec les autres qui consomment la même chose, ceux qui s'engagent autour de ce produit. Bref, il y a tout ce qui va construire un système d'échange et de relations à partir de la matière. La matière, c'est 10-20% de la valeur totale, mais c'est la folie qu'il y a autour qui finalement a de la valeur. J'étais l'autre jour dans le sud de la France et on a vu passer pendant 2 jours des types en Harley Davidson, plus ou moins chevelus, plus ou moins barbus, avec des franges. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que réduire Harley Davidson à l'existence d'une moto plutôt basse, très lourde et qui fait beaucoup de bruit est absurde. C'est pas la fonctionnalité de la Harley Davidson, c'est le mythe de la Harley Davidson. Mais c'est plus que le mythe, c'est la relation que les gens construisent autour de Harley Davidson. C'est ça ce que le digital a rendu complètement fou, c'est qu'on peut avoir des millions et voire même 1 milliard de personnes qui deviennent fous autour d'un objet dont la matérialité est absolument ténue et la spécificité matérielle est ténue. C'est ça ce qui est extraordinaire. Aujourd'hui, on est dans un monde qui n'attache plus d'importance aux choses, mais à ce que ces choses peuvent rendre possible dans la relation avec les autres. Ça, c'est vraiment un autre monde qui est né. Alors, la communication, il faut la penser au départ. Alors, je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous pensez que, par exemple, Michel et Augustin, ils ne font pas des biscuits ? Ils font plus que ça. Ils font l'idée que vous faites des biscuits et l'environnement et l'idée d'une certaine forme de rapport à la nature et l'état d'esprit et la culture, etc. Bon, évident. Si on prend des business models comme les jeux, ils ne vendent pas des jeux, ils vendent un système de mise en relation dans lequel ils vont avoir progressivement une valeur additionnelle qui va être créée. Bon, Apple, exemple d'une banalité folle, ne vend pas des téléphones, mais une mise en relation avec tout un système de commercialisation. Une entreprise de service, par exemple, ne vous vend pas... par exemple, je travaille pour des maisons de personnes âgées. Les maisons de personnes âgées, ce n'est pas un lieu, une hôtellerie, un service d'hôtellerie. C'est l'ensemble du service de confiance qui va s'établir autour de la garde des personnes âgées que doit vendre aujourd'hui une entreprise. Autrement dit, toutes les entreprises doivent réfléchir à la création de valeur qui va se situer autour des choses. On pourrait citer 1 million d'exemples. Uber, c'est quoi? Ce sont des types qui ont une licence à 120 € et qui ont pris une application. En fait, c'est quoi? C'est une communauté qui est en train de se créer autour d'une certaine façon de vivre le transport en ville, etc. etc. Au fond, on a changé complètement de prisme sur l'économie. On était dans une économie où on pensait la conception, la fabrication, la distribution, le service après-vente, et avec au cœur l'acquisition, qui était le moment clé. Aujourd'hui, on est dans une économie où il y a un ou plusieurs objets, un ou plusieurs services, et puis tout un système de relations qui se met autour, avec une ou plusieurs marques, qui construisent un système de relations et qui vont établir plusieurs moments de valeur, qui pour vous sont fondamentaux. Et dans ces moments de valeur, il y a des choses qui me paraîtront bizarres dans votre mode de consommation. Par exemple, moi, mon gamin qui met des photos sur Flickr, ça m'agace, je ne comprends pas pourquoi on va mettre ses photos sur Flickr. Il adore mettre ses photos sur Flickr, c'est très bien, c'est son problème. Et vous voyez bien qu'on a créé des interfaces avec les choses et les objets qui, liés à l'existence du digital, ont complètement changé la façon que vous avez d'avoir une relation avec ces objets. Les objets ne sont plus importants en tant que tels, ils sont importants pour ce que vous en faites dans l'univers digital que vous avez construit autour de vous. Alors justement, le digital, on va passer au thème de la publicité en ligne avec la traditionnelle question de Thierry Amar, président d'Offre Média. On écoute tout de suite. Laurent Habib, quelles sont les spécificités de l'approche de Babel sur la publicité en ligne ?
Donc, Laurent Habib, quelles sont les spécificités de l'approche de Babel sur la publicité en ligne? Je ne crois pas que nous en ayons. C'est pas un sujet en fait la publicité en ligne. La publicité en ligne, c'est quoi? C'est une façon de faire évoluer les stratégies médias en essayant d'être là où aujourd'hui les gens passent de plus en plus de temps en tant que spectateurs. Avec une difficulté, c'est que sur le web, je ne suis pas tout à fait spectateur comme je suis spectateur sur la télévision. Donc en fait, la difficulté de la publicité en ligne, c'est que vous voyez bien, et c'est notamment ce qui se passe aujourd'hui avec la façon dont la publicité en ligne essaye de se mettre à l'intérieur de vos contenus vidéo, des replays ou de votre pratique sur YouTube, c'est qu'on essaye de fourguer la publicité un peu comme une sorte de contrepartie obligatoire pour avoir droit de regarder la vidéo qu'on veut regarder et le chat qui tombe de la commode, on est obligé de regarder avant un spot de Orange ou de SFR ou de Bouygues ou de Numéricable. Je crois les avoir tous cités. Eh bien, c'est très sincèrement, à mon avis, une sorte de prolongement du passé plus qu'une vision très claire de ce qui va se passer demain. Parce qu'en réalité, vous voyez bien qu'imposer à l'internaute des modes de consommation qui sont du même type que ceux qu'on avait dans les médias traditionnels, ça ne peut pas passer très facilement. Aujourd'hui, l'internaute, il se veut libre, il se veut avoir le choix, il veut des formats très courts, il veut maîtriser les parcours qu'il a. Il peut comprendre qu'il y a des problématiques de financement des médias ou des services qu'il va avoir, mais il ne les acceptera que dans les limites du web, c'est-à-dire la rapidité, la praticité, l'individualisation. Donc on va vers une évolution considérable de ce sujet-là, et je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels on est plus, à mon avis, dans des modes qui sont des modes de transition que des modes qui préfigurent quelque chose. Et moi, aujourd'hui, je pense que la question fondamentale aujourd'hui du paid media, c'est que le paid media est en train de prendre une claque par rapport au earned media et au owned media, et que ce qui m'intéresse beaucoup en tant qu'agence, c'est d'aller très vite vers des propositions de owned media et de earned media qui soient performantes et qui permettent aux marques de trouver leur part sur le web. C'est-à-dire créer des contenus qui vivent d'eux-mêmes sur le digital, par exemple? Créer des contenus de marques qui, par leur intérêt, créent leur audience. Et que la marque va produire soit dans un espace qui est maîtrisé par elle, soit qu'elle va produire pour des échanges, et notamment éventuellement des médias, dans lesquels il y a des gens qui sont intéressés. Donc la question du own media, c'est que le own media, c'est un média propriétaire que j'ai produit moi-même, mais ça n'est pas nécessairement un média qui est sur son propre support, sur son site, parce qu'il y a peu de raisons d'aller taper Air Liquide, ou je vais essayer de vous trouver des trucs, je sais pas quoi, Journal du Net, si, parce que c'est un média, mais vous voyez bien qu'on va plus aller regarder des choses d'un laboratoire sur le diabète dans Doctissimo qu'on va les regarder sur le site du labo, donc, enfin de l'entreprise pharmaceutique. Oui, c'est ça. Enfin, du géant de la santé, parce qu'en fait, c'est plus des géants de la santé aujourd'hui qui font ça. Eh bien, vous allez aller sur Doctissimo, ça pose un problème, c'est est-ce que vous faites un deal avec Doctissimo pour produire des contenus? Est-ce que vous produisez vous-même des contenus avec une façon d'intégrer vos contenus dans Doctissimo qui respecte l'unité du média? Là, il se pose toutes les questions de la communication moderne. C'est la communication qui établit des lignes un peu compliquées entre les médias et les marques. Pour en revenir à Babel, je me rappelle qu'à votre lancement, donc le projet initial prévoyait d'associer trois agences. En fait, la fusion avec Ministère avait échoué. Qu'est-ce qui fait qu'un an plus tard, finalement, le coprésident de Ministère vous rejoint, vous signez un accord de collaboration avec eux? Qu'est-ce qui a changé en fait dans le laps de temps? Je vous dirais, sans vouloir faire de pathos, que l'amitié est plus forte que tout. C'est qu'on n'a pas réussi à s'entendre au départ. D'abord parce que moi, je prenais beaucoup de risques et que je les embarquais à un moment donné où ils se sentaient un peu insécurisés par mon projet. Moi-même, je n'étais pas très sécurisé par mon projet. Donc du coup, l'aventure à un moment donné, elle coûte cher si elle rate. Donc je pense qu'il y a eu de l'inquiétude par rapport à mon projet et puis des difficultés d'organisation, de questions de personnes, desquelles on a fini par se dire, bon bah c'est pas grave, on va coexister dans les mêmes locaux et continuer d'essayer de travailler ensemble. Et Pierre Sidbon et moi-même, on a eu des relations très étroites sur plusieurs dossiers. Il a travaillé avec beaucoup de gens de l'agence et il a finalement décidé de nous rejoindre et de jouer parfaitement son rôle dans Babel, et Ministère continue avec Laurent Lilti et on essaye d'avoir des relations très étroites qui sont dans nos locaux et on travaille de façon très collaborative. Au fond, à ne pas vouloir se marier, on a fini par être très bien ensemble. Voilà. Ouais, c'est un peu le contre-exemple de Saatchi & Saatchi Duke dont la fusion finalement a raté. Je ne vous le fais pas dire, mais ça prouve que les questions de... Notre métier, c'est un métier d'homme.
Et ce qui compte, c'est qu'à la fin, les hommes arrivent à vraiment travailler ensemble. Le reste, c'est de la foutaise. En tant qu'entrepreneur, j'ai fait un choix qui était d'avancer très vite. J'ai pris des risques importants. J'ai réussi à trouver un financement bancaire puisque je voulais rester indépendant. Donc, je ne voulais pas un financement en private equity parce que je ne voulais pas dépendre de la loi d'airain de l'argent. Et je voulais pouvoir construire l'entreprise avec un certain nombre de principes, notamment sur la dimension humaine. J'ai réussi à le faire. Et bien m'en a pris puisque finalement c'est un succès et qu'un an après on peut dire c'est un formidable succès puisque on a à la fois 65 nouveaux clients, 15 millions de marge brute, 1,5 million de résultats. Tous ces éléments sont des éléments qui ont donné une tonalité au parcours de Babel qui est assez exceptionnelle. Mais sur le départ, le risque est considérable et il est d'autant plus considérable qu'on n'a pas de visibilité sur ces clients qui vont arriver et sur ces compétitions qu'au finalement on a réussi à remporter. Justement sur ces compétitions, par exemple sur les budgets digitaux, est-ce que votre objectif c'est d'aller rivaliser avec Publicis Modem, avec Digitas, avec toutes ces agences un peu pure player? Ou est-ce que vous misez plus sur le fait d'aller plus en amont et de gagner la compétition? On vise clairement le marché digital comme concurrent à part entière, mais avec une spécificité qui vient de notre identité. Au fond, pour moi, le digital n'est pas un sujet. Le digital, c'est tout. Tout est digital. Et j'ai essayé de vous apporter des réponses qui vous donnent cette vision qui est que le digital est la donne de notre marché. À tout point de vue, la publicité se pense à travers le digital, les contenus se pensent à travers le digital, la création se pense à travers le digital. Il faut arrêter de se poser des questions. Le digital est la donne. C'est la donne centrale. À partir de ce moment-là, faire un appel d'offres avec des pure players, c'est faire le choix de gens qui connaissent tellement bien cet outil qu'ils vont apporter des réponses plus pertinentes. Moi, je pense que c'est déjà un tout petit peu dépassé comme approche, parce que je pense que demain, ce qu'il faudra, c'est connaître les sujets. Il faudra connaître les sujets de mobilisation des consommateurs, il faudra connaître le cross média et le cross canal qui est performant dans le secteur de l'habillement ou dans le secteur de l'électroménager. Il faudra être fort sur les contenus et sa capacité à produire des contenus. Il faudra connaître les sujets, il faudra connaître les cibles, il faudra connaître les nouveaux usages des consommateurs. Autrement dit, on va revenir à une question où le sujet n'est pas faites-moi un site ou aidez-moi à comprendre le digital, parce que les annonceurs aussi, maintenant, ils ont franchi cette étape. On viendra sur comment mobiliser, comment engager, comment traduire, comment créer de la valeur, autrement dit des questions de fond, sur lesquelles le fait d'être un pure player aura sa limite, parce que vous n'aurez pas une perspective 360 degrés sur toutes les formes qu'a l'économie. Donc, je pense que le modèle pure player est un modèle qui a été très performant à un moment donné et rassurant pour les annonceurs et qui a ses limites aujourd'hui. On sera sur ces compétitions-là avec notre culture qui est d'avoir une très bonne culture de certains sujets, notamment des sujets très complexes qu'on gère pour nos plus gros clients, des sujets de transformation, des sujets d'engagement interne très complexes, des sujets de société très complexes sur lesquels nous avons une forme de spécialité et sur le consommateur, une volonté d'offrir une palette très profonde de savoir-faire sur lequel je n'ai pas fini d'investir et d'embaucher des talents. Alors, comme vous le savez, c'est une émission où les internautes peuvent poser leurs questions en direct. OSS 117 vous demande « Que pensez-vous de l'échec de la fusion Publicis et Omnicom ?» On parlait de fusion tout à l'heure, donc celle du moment. Écoutez, moi je fais partie des gens, d'abord je suis de parti pris parce que j'ai une grande admiration pour Maurice Lévy, j'aime beaucoup Arthur Sadoun que j'ai rencontré plusieurs fois dans ma carrière, même si on n'a jamais travaillé dans la même agence. Je trouvais que c'était une extraordinaire aventure. Faire une entreprise de cette taille dans un secteur qui reste un secteur d'artisans, c'est quand même extraordinaire, quoi. C'est comme un type qui vous dirait qu'il a 100 000 salariés alors qu'il est dans la coiffure ou dans la boulangerie. Vous diriez que c'est étonnant. Mais c'est un peu la même histoire. C'est qu'au fond, la com, ça reste des agences. Et arriver à construire un géant industriel à partir de réseaux d'agences, c'est extraordinaire. À ce niveau de taille, c'était la promesse d'un équilibre et d'une redéfinition des frontières de la com par rapport aux autres acteurs. Et j'en parlais tout à l'heure, vous voyez bien ce que je vous dis, c'est qu'il faut que la com remonte dans la chaîne de valeur, que la com reprenne sa place face aux géants du digital, que la com arrive à trouver son offre dans l'univers des data. Autrement dit, il y a des sujets majeurs. Et j'espérais effectivement de cette fusion qu'un acteur arriverait à donner le là. L'échec. C'était impossible dans l'ordre actuel des choses de réussir à donner Je pense que le déséquilibre aujourd'hui est vraiment très préoccupant. Très préoccupant, et à tout point de vue. C'est-à-dire que là, il faut bien se rendre compte que face aux géants du consulting, on est des nains, face aux géants de l'Internet, on est des nains, face aux géants de l'entertainment, on est des nains. La communication est en train il y a un vrai risque là.
l'échec, j'en connais absolument pas les raisons, je ne peux lire que les journaux et on se doute qu'il y a dû y avoir des questions de personnes qui étaient associées à des questions de partage de la valeur. Généralement, c'est ce genre de sujets qui font échouer les rapprochements. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est la dynamique qu'a Publicis de continuer à s'imposer dans le digital avec des propositions toujours plus fortes, d'aller sur la data, d'aller sur les nouveaux marchés, d'essayer de trouver des façons de proposer des offres pour continuer d'être une référence du secteur dans cette définition de la frontière entre la communication traditionnelle, la communication qui vient d'origine publicitaire, et les formes nouvelles de communication qui sont en train d'être préemptées par d'autres types d'acteurs économiques et qui sont de plus en plus forts. Vous pensez qu'ils peuvent ressortir indemnes de cet échec, finalement, au-delà des centaines de millions qui ont été dépensés en juridique, un peu de l'image qui a été un peu forcément écornée? Vous savez, l'image écornée, l'image écornée, je pense que tout le monde pense que les uns et les autres dans cette affaire sont très forts, qui vont continuer d'avoir des moyens pour investir. Ils ont un niveau de rentabilité et de performance qui est exceptionnel, un réseau qui est quand même extrêmement efficace. Il n'y a pas de... Moi, je ne vois pas cette histoire s'arrêter là. Maurice Lévy va peut-être devoir travailler encore quelques années parce que je pense qu'il aura envie et il lui tiendra à cœur de continuer d'avancer, de trouver des nouveaux types de complémentarité. Et toute l'équipe qui l'entoure a la possibilité de suivre. C'est une magnifique agence, c'est un magnifique réseau, c'est une magnifique holding. Enfin, on a de la chance d'avoir une boîte comme ça. En France, vous voyez, on pleure là, le départ de quelques géants français vers l'étranger. En voilà un sur lequel on peut se dire c'est pas mal que dans les métiers de la communication, on ait un groupe qui soit aussi fort, alors qu'on est un tout petit pays. Il faut se rappeler qu'on est un pays sur lequel les boîtes, enfin, les agences se sont construites avec un marché intérieur de 60 millions de personnes. Quand aux États-Unis, vous avez 300 millions de personnes et que vous arrosez le monde dès que vous faites un produit. C'est extraordinaire qu'on ait deux groupes importants encore dans l'univers de la communication, même si Havas est un peu distancé. C'est extraordinaire. Et je pense que Publicis a une aventure... Ce qui a été tenté sur le digital par Publicis depuis 10 ans ou 15 ans, force l'admiration. Parce qu'ils sont allés sur tous les terrains, et ils ont encore fait une acquisition récemment d'une boîte dans l'univers de la data. Ils ne manquent pas d'avancer sur ces terrains-là et d'essayer de trouver des solutions. Après, ça pose des problèmes d'intégration, comme tout le monde, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très dur. Bien intégrer, internationaliser les offres de meilleur niveau, trouver des formes d'accords qui ne sont pas seulement sur l'achat, mais aussi sur les offres, ce qui est une des grandes difficultés. Bon, l'aventure, elle est encore à écrire et il y a des gens pour l'écrire. Alors, on va parler un peu de vos écrits maintenant, enfin surtout du livre que vous avez publié en 2012, La force de l'immatériel. Vous y insistez notamment dedans sur la destruction du désir par le marketing dans les pays occidentaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On en a un tout petit peu parlé en début d'émission. Donc la communication qui viendrait cannibaliser le produit. Oui, bah, je vais vous amuser 2 minutes, mais par des exemples évidents. Un jour, je suis tombé sur une publicité d'un rasoir qui proposait une 7e lame. Et voilà la difficulté, c'est quand l'innovation produit finit par être dérisoire, que le produit, le désir de renouvellement du produit n'est poussé que par l'autocollant que vous allez mettre sur le toit de votre voiture ou par le fait qu'on vous assure que la 8e version de la Golf est meilleure que la 7e. Vous voyez bien qu'il y a une difficulté, c'est qu'au fond, le système de production ne peut pas suivre parce qu'on ne peut pas réinventer la voiture tous les 2 ans, on ne peut pas réinventer le rasoir à plusieurs lames tous les 2 ans. Et une fois que votre lait, vous avez essayé le bouchon qui tourne, le bouchon qui se visse, le bouchon qui se clip et le bouchon qui je sais pas quoi, et qu'on vous a proposé des formats en 20 centilitres, 30 centilitres et 40 centilitres, il y a un moment donné où ce que vous voulez, c'est acheter du lait, et puis on se retrouve avec des mamans qui achètent des trucs de 5 litres parce que c'est moins cher. Et c'est là où vous vous dites, ok, il y a peut-être une limite aux logiques de la consommation et de l'acquisition de choses. Alors, en fait, ça n'est pas vrai, parce que, et vous, et mes enfants, et tous les gens qu'on connaît continuent de bouffer de plus en plus, d'acheter de plus en plus, de consommer de plus en plus, d'avoir de plus en plus d'objets qui ne servent strictement à rien. Et justement, c'est là où le mythe dont vous parliez tout à l'heure intervient, c'est qu'on n'achète plus pour l'objet en lui-même, mais pour le mythe créé, alors, pour la justement, communication. La difficulté, c'est que si on n'achète que des objets, de toute façon, il y a un constat qui n'est pas la dématérialisation, c'est pas ce que je dis, mais c'est le transfert de la valeur. C'est que si on dit j'ai besoin d'un formidable stylo bille, le stylo bille, il y a des grandes chances qu'il finisse par être produit en Chine. Si vous voulez un iPhone, vous savez qu'il est produit en Chine. Si vous voulez un nouveau portable, il sera produit en Chine. Une nouvelle, voilà. Et il faut accepter que l'internationalisation des échanges a fait que la matière est vraisemblablement de plus souvent produite dans des endroits où la donne sociale est plus favorable.
À ce moment-là, vous n'achetez plus tout à fait la même chose. Vous achetez l'idée de l'objet, vous achetez le service associé à l'objet, vous achetez la relation que construit l'objet, vous achetez la communauté que construit l'objet. Autrement dit, la valeur s'est déplacée de l'objet lui-même vers autre chose. Donc je ne prétends pas, même si au fond j'ai un peu de souhait parfois de ça, que nous allions vers un monde dans lequel la matérialité serait moins importante. Ce qui serait formidable, c'est qu'on n'achète plus de voitures, mais qu'on ne fasse que les louer, comme on est en train de le faire un petit peu. Vous avez vu, c'est marrant, sur le vélo, les gens ont utilisé les vélos qui étaient mis à leur disposition, et finalement, le marché du vélo marche extrêmement bien. C'est-à-dire que les gens ont fini par avoir envie... Ça a remis au goût du jour les vélos. Exactement, c'est très amusant. Donc ça prouve que la matérialité, elle a encore beaucoup d'avenir devant elle. Mais la valeur s'est déplacée. La valeur s'est déplacée à toute vitesse vers cet immatériel. Cet immatériel fait de culture de l'entreprise, de valeur de la marque, de communautarisation, de relation avec la marque ou avec les autres. Alors justement, l'immatériel, donc vous avez présidé pendant 2 ans, je crois, l'Observatoire de l'immatériel. En 2 mots, l'Observatoire de l'immatériel, sa mission, c'est de promouvoir et de faire connaître les enjeux du capital immatériel dans le développement économique d'une société. Et moi, ça m'a un peu intrigué parce que c'est un terme qu'on entend souvent en finance. Et pourquoi un communicant de métier s'intéresse à l'immatériel et vient présider cet observatoire? Alors, je dois vous dire que c'est toute la limite de ma présidence, mais en même temps, chacun a ses limites. Au fond, il était normal que ce soit des gens qui viennent de la finance qui font de l'Observatoire de l'immatériel. Et d'ailleurs, la plupart des acteurs de l'Observatoire de l'immatériel sont des gens qui ont une très forte culture financière. Aujourd'hui, l'Observatoire est présidé par le patron de l'INPI, c'est-à-dire des gens qui travaillent plutôt sur l'univers de la propriété intellectuelle, du brevet. En fait, c'est un éclairage au fond. On pourrait imaginer qu'il y ait des gens qui soient très forts en RH. Autrement dit, vous avez des composantes différentes. L'intérêt de la finance sur le sujet de l'immatériel, c'est d'objectiver la part que prend l'immatériel. Si on se dit que la plupart des sociétés du CAC 40 ont entre 50 et 70% de leur valeur qui est immatérielle, là on se dit mais comment c'est possible? Et si on constate que la comptabilité ne rend pas compte de cette valeur réelle que vous avez au moment de l'acquisition, mais que vous ne trouvez nulle part dans les chiffres, là vous avez un problème et vous dites quand même c'est embêtant, il faudrait qu'on trouve des outils pour identifier et comprendre. Or, identifier et comprendre le capital immatériel, c'est très compliqué. Et quantifier. Alors donc on va dire par exemple, quelle est votre valeur, vous, en tant que salarié, capital humain de votre entreprise? Alors on peut l'analyser en regardant quelle est la richesse que vous allez produire, ou quel est votre niveau de formation, quel est votre degré d'engagement. Mais vous voyez bien qu'on est on a des outils mous pour mesurer ce qui est une valeur effective, mais qui est très difficile à objectiver et à comptabiliser. Voilà, c'est toute la difficulté de l'immatériel. Donc c'est normal que les financiers aient un poids très important là-dedans. Et notamment, ça pose des problèmes sur le reporting des entreprises. Comment rendre compte de la vraie valeur de l'entreprise sans avoir de chiffres précis à donner sur le capital humain ou sur la culture d'une entreprise. Et puis, il y a d'autres savoir-faire qui sont très importants, et notamment la com. Pourquoi? Parce que la marque, c'est en fait un agrégateur des actifs immatériels. La marque, c'est ce qui porte un peu comme un sac à dos la culture, les savoir-faire, la réputation, la qualité de relation. C'est extraordinaire. Si vous prenez une marque comme McDonald's, par exemple, McDonald's a le résultat de 10 ans de marketing global sur McDonald's, amène McDonald's à être une marque qui est porteuse d'une valeur de marque employeur, d'un savoir-faire, d'un mode de relation avec la chaîne alimentaire, d'un respect des engagements environnementaux, d'une relation avec les parties prenantes. C'est extraordinaire parce que la marque porte les efforts qui ont été faits dans des domaines qui ne sont pas seulement le domaine de la production d'un produit administré à un prix dans un lieu donné. Cette logique de l'actif immatériel est parfois poussée à l'extrême sur le web. Est-ce que quand Google propose 4 milliards de dollars pour acheter Snapchat, une application qui ne gagne pas un centime, on ne risque pas aussi de créer une bulle en fait en allant à fond dans cette logique-là? Oui. En fait, c'est un sujet extrêmement compliqué. C'est qu'en fait, il ne faut pas que les gens qui défendent l'immatériel défendent ce qui est totalement instable. Alors, j'ai une façon de vous le raconter qui est très simple. Quand on prend une valeur de marque, on le fait généralement par déduction de la valeur de l'entreprise. Et si cette valeur de l'entreprise diminue de 20% parce qu'il y a un krach boursier, ben, on a toujours la même évaluation pour ses locaux, pour ses entreprises, pour ses usines, pour ses hôtels. On a une évaluation de son matériel qui est à peu près la même. Donc, qu'est-ce qui bouge le plus? C'est l'immatériel. C'est l'immatériel, donc notamment la marque. Et la marque prend
Donc imaginez, si elle avait 50% de la valeur, elle prend les 20% de baisse de l'ensemble, elle va prendre 40% de baisse de valeur. C'est absurde. Une marque, ça ne perd pas 40% d'une année sur l'autre. Alors je vais vous donner des exemples qui montrent que l'actif immatériel, il est beaucoup plus récurrent. Je vais vous donner un exemple. DS. La DS, la marque DS qui va devenir la marque de luxe du groupe PSA, qui est quand même extraordinaire, c'est une marque qui a 20 ans, 30 ans, 40, ça me vieillit, mais 40 ans. Et cette marque, elle a 40 ans et elle a une force extraordinaire aujourd'hui. Enfin, elle a une forme de rémanence, de récurrence extraordinaire. Donc, c'est compliqué l'immatériel justement à cause de ça. Parce qu'au fond, capital humain, culture, savoir-faire, marque, technologie, capacité d'innovation. D'ailleurs, plus que les brevets, c'est la capacité d'innovation qu'il faut prendre en compte. Tous ces éléments sont des éléments qui sont très solides dans les entreprises, très récurrents. Et il ne faut pas que les outils de mesure de ces trucs-là leur donnent l'impression que c'est des éléments totalement instables. Quand IBM vend ses ordinateurs et finit par n'être qu'une entreprise de service, la preuve est faite que ce qui a prévalu chez IBM, c'était ses actifs immatériels, et notamment son capital humain, ses savoir-faire et sa réputation. Et au fond, il faut se tenir à cette idée. Il faut trouver des outils de mesure de la valeur qui donnent à la valeur durable son poids durable dans l'économie. Et il ne faut pas qu'on se retrouve avec des outils qui disent « Oh là là, bah là cette année, les bourses ont chuté, du coup, il n'y a plus rien d'actifs immatériels. » Ça, c'est vraiment une erreur. Et du coup, ça pose des problèmes méthodologiques considérables. Enfin, on est au début d'une longue aventure. Et bien justement, l'aventure, nous la suivrons ces prochaines années, voire ces prochains siècles. C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup Laurent Habib d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup Nicolas. La semaine prochaine, nous recevrons Frédéric Daruti, directeur exécutif de Prisma Media. À la semaine prochaine.